Le marché de la tech en 2026. Alors, avant de parler de salaire, il faut comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché. Pendant plusieurs années, on a entendu dire que les entreprises recherchaient désespérément des développeurs et qu'il suffisait d'avoir fini une formation, d'avoir un profil GitHub, d'avoir un portfolio pour facilement être contacté par des recruteurs. En 2026, la situation est beaucoup plus nuancée. Le marché de la tech ne s'est pas effondré totalement, comme pourraient le dire certains, poste à travers les réseaux, mais il est devenu beaucoup plus sélectif. Et ça, c'est vraiment de mon ressenti personnel. Donc, selon certaines études de l'APEC d'ailleurs, on prévoit environ 305 000 recrutements dans le cadre en France en 2026, soit une progression de 4% à peu près par rapport à 2025. Mais en parallèle de tout ça, le marché français du recrutement et du numérique devrait pouvoir trouver une croissance sur 2026. Bon, ça c'est ce que disent les chiffres. Par contre, en réalité, ce que les entreprises veulent dire aujourd'hui, c'est qu'elles veulent des profils capables de comprendre un produit, de résoudre des problèmes, d'utiliser les outils comme l'intelligence artificielle, le cloud, pour pouvoir apporter réellement une certaine valeur. Et cette sélection est particulièrement visible chez les juniors. Les entreprises recrutent moins en moins de juniors diplômés par rapport à certains types de projets. Donc ce chiffre ne veut pas dire qu'il n'existe plus du tout d'opportunités pour les débutants. Cela signifie simplement qu'un junior doit désormais faire davantage pour pouvoir se différencier par rapport au marché. Alors, avoir un diplôme ou avoir terminé une formation n'est plus toujours suffisant. Il faut pouvoir démontrer réellement ce qu'on sait faire, comprendre un besoin et aller jusqu'à la livraison du produit. Et comme dirait un de mes amis, si vous êtes junior ou si vous êtes débutant, n'hésitez surtout pas à travailler et à partager vos projets personnels. Ça aide énormément. Donc avant de regarder les chiffres, il faut comprendre ce que signifie réellement un salaire. Donc quand vous voyez une offre de 50 000 euros, il s'agit généralement de 50 000 euros bruts, généralement. Ce n'est pas ce que vous allez percevoir directement sur votre compte en banque, sinon on serait tous contents. Il faut pouvoir retirer tout ce qui est cotisation salariale et pas mal de choses. Donc il faut également regarder si l'entreprise part uniquement du salaire fixe ou est-ce qu'il y a un paquet qui est généralement inclus. Pourquoi ces détails-là? Parce que souvent, quand on parle de salaire, beaucoup se basent que sur le chiffre brut, mais alors que certaines entreprises peuvent parfois proposer des actions, des BSPCE, si jamais, notamment dans le cadre des startups, des tickets resto. Mais bon, voilà, ça c'est de façon globale. À titre personnel, j'avoue que je suis beaucoup plus intéressé par le brut, voire même le net qui reviendrait par exemple dans ma poche. Deux personnes peuvent avoir un salaire fixe de 55 000 euros, mais si une personne reçoit par exemple 8 000 euros de prime durant l'année avec des frais de participation, alors ce ne sera pas forcément la même valeur en termes de net qui revient à une personne beaucoup plus qu'une autre. Parlons à présent de combien gagne réellement un développeur en 2026. Et pour ça, je vais me baser sur différentes infos, notamment du coup le guide des salaires 2026 de Robert Hall. Et deuxièmement, je vais me baser également sur les rapports qui ont été publiés par TCP. C'est une entreprise dont j'ai suivi les publications sur LinkedIn et que je trouve quand même assez pertinent par rapport à leurs études. Je mettrai le lien en commentaire pour ceux qui veulent. Après le guide des salaires, le premier niveau est environ de 40 à 42 000 euros bruts par an. Donc cela correspond à une personne qui débute encore dans ce type de fonction de développeur notamment, et qui a certaines compétences importantes. Ensuite, il y a le niveau intermédiaire qui est d'environ 50 à 55 000 euros bruts, et il correspond à une personne qui possède notamment la majorité des compétences attendues sur le marché et qui peut travailler avec une certaine autonomie. Et enfin, les profils beaucoup plus reconnus et traitant l'ensemble des compétences importantes, enfin des experts du coup, qui ont un salaire en moyenne de 65 voire plus. Pour un lead développeur, par exemple, la fourchette va être présentée d'environ 55 à 80 000 euros bruts par an, avec un niveau central situé autour de 65 000 euros à peu près. Donc voilà, je vais vous afficher quelques images juste à l'écran pour que vous puissiez voir des salaires de développeurs full stack, développeurs back-end, et ainsi que d'autres types de corps de métier. Et si vous voulez beaucoup plus de détails, n'hésitez surtout pas à regarder juste la vidéo jusqu'à la fin. Et à vous abonner aussi. Avoir 10 ans d'expérience ne signifie pas nécessairement avoir 10 années de progression. Ça, par contre, c'est extrêmement important et à noter. Une personne peut avoir répété pendant 10 ans exactement les mêmes missions et à l'inverse, une autre peut avoir énormément progressé en 4 ou 5 ans par rapport à des produits complexes sur lesquels elle a travaillé, des prises de responsabilité. Et c'est un ensemble de tout, notamment que ce soit aussi des problématiques d'architecture, de sécurité, de scalabilité, peu importe.
c'est vraiment un ensemble de tout qui permet de pouvoir, entre guillemets, gonfler son salaire. Et aussi, de ce cas, je peux forcément, par exemple, évoquer des gens de mon entourage que je connais qui ont, on va dire, en termes d'expérience, eu des expériences à très fort impact qui leur ont permis, du coup, de pouvoir mieux négocier leur salaire. À présent, on va parler, du coup, des types de développeurs. Alors, les 3 niveaux tels que je les ai évoqués, les juniors, les confirmés, les seniors, qu'est-ce qui change réellement dans la balance? Alors, un développeur junior, c'est un développeur qui est généralement accompagné sur les décisions, on va dire, importantes. Donc, il est capable de pouvoir développer des fonctionnalités, corriger des bugs, écrire des tests, du code, c'est très bien, mais il a encore besoin de validation et de soutien sur que ce soit l'architecture ou même les choix complexes. Donc, un junior, par exemple, le premier objectif, à mon sens, ça ne devrait pas être forcément de gagner beaucoup d'argent, mais ce serait de pouvoir penser à travailler sur des projets beaucoup plus intéressants. Donc, le premier objectif, c'est surtout essayer de rejoindre un environnement où les personnes avec lesquelles tu bosses sont capables de t'apporter énormément de valeur. Donc, à savoir, un salaire brut entre 2000 et 3000 par an peut très vite évoluer par la suite si tu as un bon niveau. Maintenant, le développeur confirmé. Le développeur confirmé, quant à lui, ne se contente plus d'exécuter que les tâches. Et je pense que vous pouvez le noter, que ce soit dans sa façon de travailler, mais il comprend le besoin. Il va proposer sûrement des solutions, identifier les risques et il peut prendre en charge beaucoup plus de fonctionnalités, par exemple. Du coup, souvent à ce niveau, les écarts de rémunération commencent à être beaucoup plus importants. Donc, un développeur confirmé, ça peut varier, que ce soit d'une région à une autre, d'une entreprise à une autre. Donc voilà. Et enfin, pour finir, le développeur senior. Donc un senior n'est simplement pas quelqu'un qui code beaucoup plus vite, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est quelqu'un qui évite à l'entreprise de prendre des mauvaises décisions la plupart du temps. Donc il va pouvoir permettre d'identifier des compromis, donc de pouvoir challenger les idées, comprendre techniquement une solution et par moment pouvoir discuter avec les autres dans l'équipe pour savoir si il faut prendre telle ou telle décision, par exemple. Donc de façon globale, ça va être soit des personnes qui vont accompagner sur l'aspect business, mais aussi sur l'aspect technique en essayant de mieux challenger. Dans ce cadre, parfois, on retrouve un lead ou un staff engineer. Donc, ça peut pratiquement changer de titre en fonction des entreprises. Alors, après tout ceci, quelles sont les spécialités les mieux payées? Sinon, c'est pas drôle. Tous les métiers de la tech ne sont pas rémunérés de la même manière. Et ça, on le sait tous. Il y a des métiers qui paient beaucoup plus et des métiers qui paient un peu moins. De façon globale, un ingénieur DevOps, par exemple, peut se situer entre 60 et 80 000 euros bruts. Donc, c'est vraiment des postes qui sont prisés par le marché, et même que ce soit avec l'avènement de l'IA. Pareil pour un expert en cybersécurité qui va être aux alentours de 52 à 80 K, et un ingénieur système réseau entre 50 et 80. Un profil QA ou lead QA, je pense un peu moins, donc 45-65, et tout ça, bien sûr, toujours dans le cadre du CDI. Donc, voilà à peu près certains chiffres. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cela signifie que les entreprises paient davantage lorsqu'une compétence est à la fois stratégique et du coup plus difficile à recruter et directement liée à un risque important. Donc, plus l'entreprise cherchera un profil beaucoup plus rare, plus elle sera à même de pouvoir mieux payer cette personne, ou du moins payer ce que la personne va apporter en termes de valeur par rapport aux besoins réels de l'entreprise. Donc en 2026, je pense, la cybersécurité est d'ailleurs présentée par l'étude, je crois, de Robert Half comme une compétence IT la plus recherchée, parce qu'il y a toujours une forte demande par rapport aux compétences cloud, AI, qui font partie en fait de ce lot d'expertise, par exemple. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder un peu vers ce côté. Parlons en présent du langage de programmation. Est-ce que le langage de prog détermine réellement le type de salaire d'une personne ou pas? Je pense que c'est une question qui revient parce qu'en tant que développeur, parfois on passe du temps, sinon si ce n'est des années à travailler sur une certaine techno en se disant est-ce qu'elle sera toujours utilisée sur le marché? Est-ce qu'il faut apprendre du Python, du JavaScript, du Java, du Rust, du Go, du Flutter, du React Native? Il y a énormément de techno dans le monde de la tech. Et la réalité, c'est que le langage influence le salaire, qu'on le veuille ou pas, mais beaucoup moins que ce qu'on imagine. C'est-à-dire ce qui compte réellement, arrivé à un certain niveau, c'est ce que vous pouvez ou ce dont vous êtes capable de construire avec ce langage et dans quel contexte il est utilisé. Donc il y a des corps de métier, par exemple, qui vont privilégier, je sais pas moi, des développeurs Java, qui vont travailler sur un système de paiement critique parce que c'est beaucoup utilisé par les banques, par exemple. Et parfois, ça va être des développeurs JavaScript
qui maîtrisent énormément les bases de React. Bon, un peu moins avant, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est en train de changer. Et dans d'autres cas, ça va être des développeurs Python qui sont beaucoup plus favorables. Donc, les tendances observées, je pense même sur Malte, montrent notamment une progression de la demande autour de Python et de TypeScript ces dernières années. Donc, voilà. Mais une tendance, il faut savoir, ne garantit jamais un salaire. Donc les technologies peuvent évoluer très vite, ce qui est généralement le cas. Par contre, apprendre les fondamentaux et les bases et surtout garder à l'esprit une capacité de pouvoir s'adapter sur le marché, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Si on prend la France de façon globale, les salaires sont généralement plus élevés à Paris et en Île-de-France plutôt que dans d'autres villes. Voilà, par rapport au coût de la vie qui joue énormément un rôle aussi. Donc un salaire de 55 000 euros à Paris, par exemple, à équivalence, peut-être ça sera du 48, 50 dans une autre ville qui n'est pas forcément en Île-de-France. Est-ce que l'IA va faire baisser les salaires? C'est probablement l'une des questions les plus grandes à se poser en 2026, je pense. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs? Pour le moment, les données indiquent que l'impact direct de l'IA sur le volume global de l'entreprise reste quand même limité. Par contre, l'IA transforme énormément de métiers, notamment, par exemple, on peut voir déjà aux US où il y a eu beaucoup plus de changements, donc l'organisation du travail, les entreprises qui ont effectué des licenciements, mais par contre, en France, ça reste encore modéré, à mon sens, mais on n'oublie pas que l'attente de l'IA par rapport aux entreprises ne cesse d'augmenter. Donc ces derniers mois, ces dernières semaines, on a quand même des offres où ça rajoute IA juste en face de l'offre, où on demande beaucoup plus de compétences qui sont liées à l'IA. Donc un développeur qui connaît l'IA, c'est bien, ça ne va pas uniquement servir à générer du code, mais par contre, il faut savoir s'en servir. Notamment, il va toujours avoir l'aspect review de code, et la vraie valeur ne sera donc plus seulement de produire du code. La valeur sera de savoir quel problème vous allez résoudre, comment concevoir la bonne solution et comment vérifier sa qualité et la mise en place aussi de manière sécurisée. Parce que l'IA, c'est bien pour générer du code. Par contre, il faut s'assurer de ce qu'elle fait derrière. Et du coup, dernière partie que je voulais aborder quand même, c'est comment augmenter son salaire dans la tech. Parce qu'au final, si on veut plus de salaire, il faut faire plus de choses. Et selon moi, les principaux leviers permettant d'augmenter son salaire, le premier, je dirais, devenir autonome. Plus une entreprise doit contrôler votre travail, plus votre valeur reste quand même illimitée. Et le deuxième, il faut savoir chercher une expertise, ou du moins trouver une expertise recherchée, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans le mobile, le système, enfin, il y a énormément de choses. Mais par contre, et pour finir le troisième, et je pense que c'est quand même le plus important, c'est l'aspect business. Un développeur qui comprend comment l'entreprise fonctionne, comment est-ce qu'elle se fait du chiffre, comment prendre les meilleures décisions, c'est quand même très important. Et bien évidemment, on va pas parler parler de business sans forcément parler de la partie communication, ça reste quand même très important dans une entreprise. Et dernier petit point, c'est essayer quand même de rendre votre travail visible. Je sais qu'il y a des profils qui peuvent arriver, et même moi, je crois que j'en fais partie par moment, où vous travaillez sur des solutions qui peuvent être innovantes ou parfois aider quand même l'entreprise sur certains volets, mais ne pas expliquer sur quoi vous travaillez par moment, parfois c'est un peu, ça peut être mal perçu ou juste ça ne prouve pas forcément votre réelle valeur apportée à l'entreprise. Donc voilà, il faut connaître les prix du marché, c'est important, documentez-vous un peu comme vous le faites avec cette vidéo. Et j'espère que tout ceci va quand même vous aider. Les prix des développeurs, encore une fois, je vais mettre le lien en commentaire. Prenez le temps de regarder ce qui se passe sur le marché. Prenez le temps d'étudier le marché. Mais moi, je continue par le faire par moment. Essayez de comprendre les différentes métriques, que ce soit en France, à l'extérieur, dans d'autres pays. Ne soyez surtout pas fermés. Et si vous avez réellement aimé cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire, à vous abonner, mettre un pouce bleu. Et si jamais, je dis à très bientôt pour les prochains sujets. Voilà.